Et ce sont des communications d'ailleurs qui sont très transversales, qui sont pour l'Académie nationale de chirurgie, c'est extrêmement instructif. Et les problèmes vont s'imposer. Et ça va être un autre débat avec les datas, toute l'histoire des datas, qui feront l'objet de d'autres séances. Alors maintenant, nous avons le plaisir. Alors comme Jacques Daviel, hein, donc nous avons une première mondiale. Avec le professeur Alexandre Denoyer, qui est aux Hospices civils à Lyon, chef de service, et qui a réalisé les premières greffes de cornée assistées par par robot, première mondiale, et c'était au CHU de Reims, mon cher Alexandre. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président Joannet, merci Jean-Pierre pour votre invitation. Je suis honoré et ravi d'être ici. Je connais bien les lieux, ça me rappelle des souvenirs. J'y ai passé quelques mois dans le laboratoire de Christophe Baudouin et Francine Bercohen au début de ma thèse de sciences. J'y ai rencontré mon épouse et aujourd'hui je vois un probable beau mariage entre l'ophtalmologie et l'ensemble de la communauté des académiciens de chirurgie. Je suis ravi pour cette invitation et pour tout ça. Les plus érudits d'entre nous savent que la première greffe de cornée, elle a été effectuée par Zirm en Allemagne en 1905 et publiée en 1906 sur un jeune patient de façon bilatérale avec des cornées fraîches. Mais en réalité, en fait, c'est une collaboration dans le temps et une collaboration transfrontalière qui a permis d'aboutir aujourd'hui à ce que nous connaissons aujourd'hui de la greffe de cornée moderne, pardon. Pellier-Le-Quincy, 1789, qui décrit le concept de greffe de cornée. Édouard Zim, donc, qui publie la première greffe réussie. Il en a réussi une sur deux, c'était une greffe bilatérale. Et puis Filatov, qui va en réalité donc à Odessa, en Russie, qui va initier le concept de greffe de tissu, de thérapie tissulaire, en expliquant que les tissus, on peut aussi les prélever post-mortem, qu'on peut les conserver, et ensuite qu'on peut les utiliser pour traiter des patients vivants. Et enfin, une équipe américaine en 1950 qui ouvre à New York la première banque des yeux qui existe encore. Alors, dans toutes les disciplines et dans tous les domaines, beaucoup de choses se sont améliorées. Vous voyez ici un exemple d'imagerie de la cornée. C'est une OCT plein champ, haute résolution, haute vitesse avec une OCTA qui nous permet d'analyser à la consultation en temps réel. Et ici, la vascularisation conjonctivo-cornéenne. Et la question est de savoir, évidemment, de quelle façon notre chirurgie a aussi évolué. Alors, concernant la greffe de cornée, il y a eu Ah oui, alors là, je dois cliquer, c'est ça? Ça ne passe pas. Ça passe? Ça, c'est celle d'après. Elle n'y va pas. Ça n'est pas grave. Donc là, il y a eu un certain nombre d'évolutions technologiques. Donc aujourd'hui, on est capable de faire des greffes lamellaires antérieures, superficielles ou profondes, des greffes endothéliales. C'est ce que voulais vous montrer dans cette vidéo. On est capable de ne greffer qu'une seule couche de tissu, avec ici, dans la greffe endothéliale, une couche de cellules qui fait environ 10 microns d'épaisseur. Et aujourd'hui, on est assisté par des outils de plus en plus performants. Donc, sur la vidéo que vous ne verrez pas, sous microscope opérateur, on a aussi de l'OCT qui nous permet de voir des images en temps réel de coupe de tissu fin pour améliorer la performance de notre chirurgie. En ce qui concerne la découpe du greffon, on a aussi beaucoup évolué, en particulier grâce à l'utilisation du laser femtoseconde. Ici, je vous montre une vidéo d'une découpe en Z, quelque chose que nous ne pourrions pas réaliser avec nos mains ni avec des instruments conventionnels. Avec cette optique d'améliorer l'architecture, la cohérence des berges et la cohésion. Donc, vous voyez, le laser va découper le greffon et la cornée du receveur, ce qui va permettre ensuite d'adapter la forme du greffon et la congruence du greffon avec la cornée receveuse. Et puis sur les sutures et la cicatrisation, jusqu'à maintenant, nous avions encore la main du chirurgien, son porte-aiguille généralement un bon fil non résorbable 10-0. Alors, donc c'est de ce constat qui est né donc l'étude GRACE pour Graft Robot Assisted Corneal Enhancement que j'ai initié donc il y a à peu près un an. Quand j'ai découvert ce robot, donc c'est un robot d'une firme italienne qui s'appelle MMI,
C'est un robot, c'est le premier robot qui a eu un marquage CE pour la microchirurgie. Aujourd'hui, il est validé aux États-Unis et en Europe pour la réalisation d'anastomoses vasculaires et d'anastomoses nerveuses. Et donc, il est essentiellement utilisé par des chirurgiens ORL et plastiques pour la réalisation des lambeaux quand ils font leurs anastomoses vasculaires, par les chirurgiens de la main, et en particulier en urgence ou en semi-urgence pour les anastomoses nerveuses, et par les chirurgies vasculaires, et par les chirurgiens vasculaires, pardon. Et donc, pour le moment, pas d'autorisation d'utilisation dans d'autres chirurgies et pour le sujet qui nous intéresse, en ophtalmologie. Alors, j'étais au CHU de Reims à l'époque, et dans sa grande intelligence et sagesse, la directrice générale de l'hôpital avait décidé d'acheter ce robot donc pour les ORL et les plasticiens, et j'ai essayé de voir s'il était possible de l'utiliser pour la greffe de cornée. Donc, j'ai utilisé des cornées qu'on appelle des cornées déclassées, dont on ne peut pas se servir pour soigner des patients, et donc j'ai apporté la preuve de concept qu'on pouvait réaliser une greffe de cornée ex vivo humaine avec ce robot. Alors, vous voyez, alors c'est là qu'il faut que je lance, c'est ça. Et là, ça marche normalement. Alors, si... Ouais, c'est dommage. Voilà, donc en fait, voilà, vous allez le voir. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les robots qui ont un point de pivot ou les robots endoscopiques comme le Da Vinci qui est aujourd'hui utilisé en routine, puisqu'on ne pilote pas avec des joysticks ou avec un clavier, mais on pilote avec des manettes dont la position est détectée automatiquement. Ça bloque, hein, parce que ça aurait dû continuer. Ouais. Non, ça n'était pas la fin. Donc, voilà, qui fonctionne. Et donc, le robot suit le mouvement des mains. Et donc, en ça, c'est un robot adapté à la microchirurgie, puisque un robot qui va donc directement suivre le mouvement des mains avec un accès direct. Alors, je vous ai symbolisé le fauteuil à côté. Donc, c'est le fauteuil du chirurgien qui a la particularité donc, d'avoir une bobine magnétique juste sous l'assise, et laquelle va détecter les mouvements des mains en trois dimensions, donc des deux mains du chirurgien. De là, donc, est née, sur cette preuve de concept, la demande d'accord pour réaliser l'étude de Grace. Donc, c'est une étude pilote monocentrique interventionnelle sur 10 patients pour des greffes complètes, donc ce qu'on appelle des kératoplasties transfixiantes, avec un suivi à 3 mois. Et donc, avec l'accord non seulement du CPP, mais aussi de la NSM, puisqu'on est hors marquage et hors autorisation pour une chirurgie ophtalmologique. Le premier objectif de cette étude, c'était de démontrer la faisabilité et la sécurité de la réalisation et de l'assistance robotique pour la réalisation d'une greffe de cornée. Et puis, dans les critères de jugement secondaire, on avait bien sûr introduit la qualité des sutures, la topographie cornéenne, donc la forme de la cornée, et la récupération visuelle, donc le résultat patient. Donc, ont été inclus des patients qui présentaient un kératocone sévère et qui nécessitaient une greffe de cornée transfixiante. Donc voilà, donc le premier patient, je l'ai réalisé au CSU de Reims en juin 2025, et ça, c'est la vidéo donc, de teasing de l'époque. Donc voilà, un entraînement 6 mois ex vivo pour la preuve de concept. Ensuite, l'obtention des accords des autorités de santé. Alors vous voyez, le robot, il est adapté à notre environnement opératoire. Il n'y a pas besoin d'avoir une dalle qui supporte un poids de robot lourd, comme pour le Da Vinci. Il n'est pas très grand, il peut s'installer dans à peu près n'importe quel bloc opératoire. Il démarre rapidement, en 3 minutes, et un temps de champage inférieur à 10 minutes. Donc je vous ai montré tout à l'heure, le robot suit le mouvement de mes mains. Je peux régler la démultiplication des mouvements. Avec le laboratoire, donc MMI, on s'est interrogé sur la pertinence et le type d'instrument à utiliser. Donc désormais, aujourd'hui, j'utilise 2 porte-aiguilles identiques sans griffe, main droite, main gauche, qui me permettent en réalité d'en fait, de faire des sutures avec la main droite et avec la main gauche, en coup droit et en revers. Donc l'avantage, voilà, vous voyez de la technologie, c'est cette grande démultiplication du geste qui probablement améliorerait la précision. Et donc, par ce premier patient, il y en a eu 3 autres depuis, ont démontré qu'il était faisable et sûr de réaliser une greffe de cornée avec au minimum le même niveau de précision et en utilisant l'assistance d'un robot de microchirurgie. Donc, vous voyez, en l'occurrence, là, on réalise pour les non-initiés 16 points de cornée séparés, périphériques, qui vont donc permettre d'amarrer la cornée, donc le greffon cornéen, à la cornée du receveur. Et puis aujourd'hui, pour l'instant, c'est encore un net qui coupe les fils. Il existe des portes d'aiguille avec des ciseaux intégrés disponibles sur ce robot, mais qui en fait allongent le temps de la procédure.
Donc là, ça, c'est l'équipe avec laquelle j'avais réalisé cette greffe à l'époque. Alors, c'était le premier patient en juin. Donc, il avait récupéré 5 dixièmes à 3 mois, un astigmatisme post-opératoire régulier de 3 dioptries, donc des résultats qui sont bons. Mais là, on parle d'un patient, hein. À nouveau, c'est un objectif, c'est un critère de jugement secondaire. Et puis, c'était le premier patient. Donc, on verra à la fin. Fallait d'abord démontrer qu'on pouvait le faire, que c'était faisable, sûr et au moins équivalent à ce que nous faisons à la main. Donc ça a été, donc j'ai publié ce premier cas. Il y a 2 patients opérés, 4 patients supplémentaires inclus. Et donc j'espère pouvoir, si vous m'invitez à nouveau, venir présenter les résultats définitifs, probablement début 2027. Une dernière diapo sur les perspectives et les développements futurs. L'instrumentation, puisque donc aujourd'hui, ce sont des instruments qui sont utilisés en chirurgie vasculaire ou nerveuse, donc on essaie de les développer pour qu'ils soient plus compatibles avec les tissus oculaires. Le retour de force, peut-être pas obligatoire d'ailleurs, on en a parlé au déjeuner à midi, mais qui pourrait améliorer la précision, ou bien la calibration du robot pour qu'il soit programmé pour une certaine tension des fils et qui donc nous permette d'uniformiser nos sutures et donc d'uniformiser in fine le résultat visuel. L'utilisation de l'OCT opératoire, ce que je voulais vous montrer dans ma présentation sur la première vidéo, puisque donc on peut visualiser maintenant en 3 dimensions avec la profondeur. Vous allez le voir sur les résultats, sur ce que va vous présenter le professeur Bourges. Le robot améliorera encore sa précision s'il est guidé non seulement sous microscope comme nous, mais qu'il est aussi capable de recueillir en temps réel une imagerie tridimensionnelle en profondeur. Les perspectives à moyen terme, c'est par exemple donc la téléchirurgie, avec la possibilité d'opérer à distance, à côté ou très loin du bloc opératoire, un patient. Et puis l'automatisation et l'autonomisation du robot, puisqu'on peut imaginer, une fois qu'un certain nombre de chirurgiens auront été entraînés à cette technique et une fois qu'un certain nombre d'interventions de ce type auront été réalisées, qu'on pourra aller vers des séquences chirurgicales planifiées et autorisées par le chirurgien. Et puis peut-être un jour, automatiser la chirurgie et laisser une chirurgie supervisée avec un robot qui se débrouille de façon autonome. Mais ce sera tout ça dans le bloc du futur, parce que cette technologie-là, au-delà du fait qu'elle ne servira que si elle est partagée et si elle bénéficie à tous, ne peut se concevoir, à mon sens, que dans une intégration globale et dans un système et un bloc opératoire et un système de santé qui sont repensés. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. C'était magnifique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Benamou. Plein de questions. Merci. Alors, j'ai une question de 2 types. Tu as parlé au démarrage des greffons et de leur conservation là, tissulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, non, pas seulement conserver, mais néo-générer de la cornée, c'est-à-dire du stroma, de l'épithélium, avec une imprimante 3D, tu peux peut-être faire de l'autogreffe cornéenne plutôt que d'avoir une banque utilisable hétérogène avec peut-être une meilleure tolérance et une capacité de cicatrisation supérieure. Ça, c'est une première question. J'y vais. Oui, énormément de travaux donc de bioingénierie tissulaire ou cellulaire sur la cornée. Aujourd'hui, il existe une technique qui est pratiquée au Japon pour la greffe pour les cellules endothéliales et la régénération des cellules endothéliales. On verra si ça peut se supplanter un jour aux greffes endothéliales. En ce qui concerne les tissus synthétiques, C'est surtout l'endothélium qui est important ou le stroma? non, ça dépend des pathologies. Et ça dépend des... Pardon, je suis pas ophtalmo. Ouais, ça dépend des pathologies. Donc en fait, l'endothélium est important quand on a une pathologie endothéliale, ce qui est aujourd'hui la première cause de greffe de cornée dans les pays dits industriels, développés. Mais ensuite, le stroma régénère l'architecture et la solidité de la cornée. Les tissus, aujourd'hui, toutes les tentatives de tissus synthétiques, non organiques, se soldent par des rejets. Par des rejets. Et donc, pour le moment, bon, donc, il y a pas mal d'équipes sur le pont, hein, mais ça fait, en tout cas, depuis que je fais de l'ophtalmologie, les travaux existent. Merci. Ça va venir. La deuxième thématique, c'est la transférabilité. Est-ce que tu utilises de manière très originale, finalement, la direction du geste robotique, très différente des joysticks? Est-ce que cette nouvelle approche est transférable sur
dans d'autres types de robots. Et peut-être parce que ça a l'air beaucoup plus simple, plus précis. Voilà, c'est une technologie robotique. Et dans quelle mesure, complément, l'intelligence artificielle va aider également à améliorer la performance du système. Alors oui, c'est transférable dans d'autres types de robots, mais c'est ce que je disais initialement. On est sur des robots non endoscopiques et sans point de pivot. À partir du moment où on a un point de pivot ou à partir du moment où on rentre à l'intérieur d'un tissu, finalement, le recours à un joystick ou un système de commande différent de nos mains est pertinent, puisqu'en fait, on est sur une chirurgie endoscopique. Mais en revanche, donc pour tout ce qui peut être accessible à des gestes directs, oui, cette technologie qui aujourd'hui est brevetée par MMI uniquement, hein, pourrait être appliquée à d'autres robots. La place de l'intelligence artificielle, elle dépendra du nombre de données que nous sommes capables d'accumuler sur cette technologie. Et donc, il va falloir déjà qu'il y ait d'autres personnes qui se forment à ça pour ensuite, à l'évidence, Elle va probablement intervenir au niveau de l'aptique, justement, pour le retour l'impression de retour de force à partir des images, l'intelligence artificielle pour avoir une action là-dessus. D'ailleurs, je crois même que c'est à l'étude actuellement sur ce même robot. Monsieur Coffin. Oui, ben vous êtes exactement, enfin voilà, c'est le sujet, je veux dire, dans cette robotique, celle-là, comme d'autres, c'est le sujet, un des sujets disruptifs. Je veux dire, c'est celui du type de la commande. Je veux dire que les deux grandes avancées qui sont en train de se faire et de recherche, c'est à la fois, je veux dire, simplement le déplacement spatial des mains avec des types de reconnaissance différents. Et le deuxième, qui est vraiment très prometteur, c'est la voix, tout simplement. C'est-à-dire de commander et tes gestes, l'ensemble de tes gestes qui ont été pris dans une librairie complète et analysée, dans lesquels simplement, en les nommant, je veux dire, tu dis coupe ci, coupe ça, il l'adapte à ce que tu as fait, à tes gestes que tu as fait. Voilà, c'est comme ça qu'a été fait Ça, c'est parti. Voilà. la première résection de vésicules totalement autonome, je veux dire, sur une pièce anatomique par les LLM et par ce type Ça fera partie de l'évolution. Ça va très vite, là. Hein. Est-ce que ça t'a paru, quel est l'avantage technique par rapport à la kératoplastie classique d'utiliser le robot? Qu'est-ce qui t'a paru techniquement le plus? alors initialement, ça paraît comme un moins, puisque c'est un réapprentissage de certains gestes et il faut quelques mois avant de réussir à revenir à son temps opératoire initial. Ensuite, le bénéfice, c'est probablement aujourd'hui plus de précision, avec une reproductibilité des gestes meilleure grâce au robot. Et qui dit, dans ce cas-là, reproductibilité meilleure, dit in fine meilleure récupération visuelle. Alors, il faut rappeler que la cornée fait à peu près 500-600 microns, voire un peu plus lorsque elle a un œdème. Et que le fil, c'est du 10-0. Donc, il y a la tension des fils est importante quand on fait le nœud pour pas le rompre par un excès de tension. De confiance. Ou de confiance. Professeur Tran, juste une question rapide Oui. aussi. Ciao Tran du CHU d'Amiens, merci Alexandre pour cette présentation. En fait, au CHU d'Amiens, nous avons également le même robot que nos collègues CMF utilisent pour les lombo. Et Dr Benjamin Jeudi, qui est mon collègue, qui spécialiste de la cornée, j'ai pu assister à plusieurs séances d'entraînement. Ce qui est le retour d'expérience, c'est que il y a un cours d'apprentissage assez important pour les chirurgiens de cornée. Il faut être armé de patience pour se remettre. Et pour les non spécialistes comme moi, le passage, on sent pas le passage de l'aiguille à travers la cornée. Parce qu'on travaille avec le robot. Mais les points sont plus jolis. Merci. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Merci Alexandre pour cette très belle première. Et on va